commencer l'enregistrement, puis on va recommencer. Parfait. Okay. Donc, vous voyez le diaporama? Oui, parfait. On le voit. C'est bon, merci. Donc, comme je vous dis, là, je vais vous envoyer là, à la suite de la rencontre le diaporama. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes là, spécifiques. Vous allez avoir aussi l'enregistrement vocal là, si jamais vous avez manqué certaines informations ou si jamais vous devez quitter un petit peu plus tôt là, en soirée. Donc, si jamais, d'ici la rentrée scolaire, vous aviez des questions là, auxquelles on n'aurait pas répondu là, ce soir ou dans les prochaines visites, il y a le numéro de téléphone. Excusez-moi, je pense que je ne sais pas ce que c'est juste moi, mais je ne vous entends pas. Est-ce que c'est... Est-ce que les autres parents, vous m'entendez? Là, c'est correct. Là, c'est correct. Moi, je vous entends. OK. Peut-être monter votre volume dans ce cas-là. Donc, en fait, vous avez le numéro de téléphone là, au bas à gauche. Donc, c'est le même numéro pour toutes les écoles, le 662-7000. Et le poste du secrétariat de l'école Saint-Gilles au pavillon 1, c'est le 6610. Donc, vous pouvez rejoindre. Puis même pour l'année prochaine, là, ça va être le même poste là, si jamais vous avez besoin de parler au secrétariat. Donc, un petit portrait, en fait, de l'école Saint-Gilles. Donc, notre école, en fait, c'est une très grosse école. On accueille près de 720 élèves qui sont répartis en 58 groupes. Mais en fait, notre école est répartie en 3 pavillons. Donc, on a le pavillon 1 qui est au 220 rue Dauphin. Donc, votre enfant va venir là, au pavillon 1 l'année prochaine. On a, dans le pavillon 1, en fait, là, on a des classes de préscolaires réguliers. On a des préscolaires TSA 4 ans et 5 ans. Et on a aussi des classes déficience intellectuelle moyenne à sévère pour des enfants de 4 à 12 ans. Ensuite, on a le pavillon 2 qui est en fait, là, on partage la même cour d'école, donc ils sont juste comme de l'autre côté de la cour d'école. Vous pourrez voir là, à quoi ça ressemble à la visite le 23 juin prochain. Donc, pavillon 2, en fait, c'est des classes du régulier, donc de première à 6e année. Donc, c'est comme le gros pavillon principal là, de notre école. Et on a aussi des classes soutien à l'apprentissage pour des élèves qui ont de la difficulté là, dans leurs apprentissages. On a ensuite le pavillon 3 qui est situé à environ là, de 3-4 minutes en voiture là, du pavillon 1. Le pavillon 3, en fait, c'est destiné pour des élèves. En fait, on peut considérer que c'est comme une petite école spécialisée. C'est pour des élèves qui ont un TSA avec une déficience intellectuelle. Donc, c'est un service qui est régional et c'est des services qui sont beaucoup plus pointus, là, étant donné les besoins et les capacités des élèves là, dans ce pavillon-là. Ensuite, au niveau là, de comment fonctionnent les classes spécialisées, donc on a eu là, Mme Valérie ou Mme Geneviève, tout dépendant là, des disponibilités de chacune, qui a pris un premier contact avec vous pour analyser en fait le dossier de votre enfant, c'était quoi ses forces, ses défis, qu'est-ce qui est à travailler et tout. Et ce qui a été convenu en fait là, pour l'entrée au préscolaire, que ce soit en 4 ans ou en 5 ans, c'était qu'une classe d'adaptation scolaire, donc avec un plus petit ratio, était pertinent là, pour votre enfant pour assurer son plein développement. Donc, au niveau des classes, en fait, là, comment ça fonctionne? On a 2 écoles qui desservent les classes pardon, TSA 4 ans et 5 ans. Donc, on a l'école Ville-Mère qui est située dans le Vieux-Sainte-Rose, qui est davantage là, pour les élèves dans le nord de Laval, si on peut dire. Puis, on a l'école Saint-Gilles qui est située à Pont-Viau, qui est plus pour le sud de Laval à ce moment-là. Donc, c'est vraiment en fonction du transport là, pour faciliter les trajets des autobus là, qui déterminent en fait qui va à Ville-Mère puis qui va à l'école Saint-Gilles. Au niveau du programme, du fonctionnement, les services, c'est toute la même chose. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir là, à ce niveau-là. Par rapport à l'école Saint-Gilles, en fait, on a 2 groupes de 4 ans qu'on considère en fait à temps partiel, donc des mi-temps. On a un groupe le matin qui vient et qui repart là, à l'heure du dîner. Et on a un groupe après ça qui arrive après le dîner là, pour l'après-midi. Vous ne pouvez pas, par contre, là, c'est sûr que là, ce soir, je m'adresse autant à des parents de 4 ans, d'enfants de 4 ans et d'enfants de 5 ans, donc je vais essayer de changer mon discours là, pour que ça soit bien clair. Pour les 4 ans, en fait, vous n'avez pas le choix de déterminer si vous préférez l'avant-midi ou l'après-midi. C'est vraiment en fonction du transport là, pour rendre les trajets les plus courts possibles à travers le sud de Laval. Donc, si on a, par exemple, un enfant qui habite dans la région de Saint-François, dans le quartier Saint-François, puis un autre Sainte-Dorothée, on va essayer de maximiser les trajets là, pour pas que votre enfant fasse une très longue route là, pour venir à l'école à ce moment-là.
Actuellement, Excuse-moi. allez-y. Et si par exemple, moi par exemple, si moi je veux amener mon enfant, est-ce que ça peut changer quelque chose? Euh, ben, en fait, je vous dirais, est-ce que vous seriez prête à vous engager toute l'année pour, ça voudrait Et dire, là, oui, dans le fond, moi je suis à la maison avec eux juste. OK. Ben, ça pourrait être une possibilité là, qu'on voit, là, on pourrait voir ensemble là, dans les prochains jours si jamais vous souhaitez faire ça. Faut juste, c'était quand même un engagement là, qu'on ne pourrait pas le changer, là, disons, en décembre, que là, vous voulez avoir accès à du transport avec la neige et tout ça. Là. Donc, c'est quand même un pensez-y bien là, avant de vous engager dans ce fonctionnement-là. Mais on pourra regarder parce que c'est vraiment le transport, dans le fond, qui détermine là, les trajets à ce niveau-là. Mais si vous voulez, on pourra s'en Ah, reparler là, de ok, façon plus privée si vous le souhaitez. ok, merci. Au niveau, en fait, là, de qui sont les enfants qui vont aller l'avant-midi et qui sont ceux en après-midi, je ne suis pas en mesure de vous le dire tout de suite parce qu'on a encore des admissions. Comme en ce moment, je pense qu'on est rendu à 4 ou 5 élèves en 4 ans, mais on sait là, que durant le mois de juillet, on a encore des inscriptions, au mois d'août aussi. Là, donc, je vous dirais que c'est plus au mois d'août qu'on va pouvoir vous confirmer là, si votre enfant va venir le matin ou l'après-midi. Pour les groupes des 5 ans, en fait, c'est du temps plein, donc c'est des journées complètes. On a 3 groupes de 5 ans qu'on répartit, en fait, selon leurs besoins et leurs capacités. Donc, c'est pour ça que Mme Valérie vous a probablement posé beaucoup de questions sur c'est quoi les capacités de votre enfant, c'est quoi son niveau d'autonomie, son niveau de communication également, parce qu'on veut regrouper là, les élèves selon ce qu'ils sont capables de faire ou ce qui est à travailler. Comme si, par exemple, on avait un enfant verbal, bien, c'est sûr qu'on veut le mettre avec d'autres pères qui sont verbales aussi là, pour lui permettre là, de développer sa communication, par exemple. Au niveau des classes, que ce soit dans les 4 ans ou dans les 5 ans, c'est un maximum de 6 enfants qu'on retrouve dans la classe. Si je fais le comparatif avec une classe de préscolaire régulier, on peut se retrouver jusqu'à 19 enfants pour un adulte. Donc, on voit là, que le soutien est beaucoup plus intensif là, dans les classes spécialisées avec le même programme. Là. Tantôt, je vais pouvoir vous l'expliquer. Quand je parle de 6 élèves par classe, en fait, on a toujours une enseignante, puis une éducatrice spécialisée aussi là, qui vient soutenir les interventions en classe. C'est important de savoir, en fait, que l'école Saint-Gilles, on dessert, en fait, là, pour les élèves là, TSA 4 ans et 5 ans, donc d'âge préscolaire. Par contre, pour le primaire, donc quand votre enfant va entrer en première année, ce n'est pas à Saint-Gilles qu'il va être. Donc, il va aller dans il y a plusieurs options là, que je vais pouvoir vous expliquer, mais il va devoir changer d'école à ce moment-là parce qu'on n'a pas de classe spécialisée là, pour d'âge première année. Les seuls qu'on a, en fait, c'est pour la déficience intellectuelle, donc ça ne répondra pas aux besoins de votre enfant à ce moment-là. Donc, quand votre enfant va arriver en première année, il y a 3 options, en fait, là, qui s'offrent à lui en fonction de comment il va s'être développé. On a soit les pôles TSA primaires, en fait, donc c'est des classes qui vont faire de la première année avec votre enfant, mais dans un plus petit ratio. Donc, encore là, avec une enseignante puis une éducatrice spécialisée et un groupe d'environ, là, je dirais, entre 6 et 8 enfants là, à ce moment-là. On a sinon l'école Saint-Gilles, en fait, mais le pavillon 3, qui sont des élèves, en fait, tantôt, je disais avec déficience intellectuelle, mais en première année, on ne peut pas nécessairement dire, on ne peut pas statuer la déficience intellectuelle parce que l'enfant est encore trop immature, trop jeune pour pouvoir faire cette évaluation-là. Il y a certains enfants pour qui on considère là, que ça serait pertinent d'aller à Saint-Gilles, pavillon 3, pour vraiment, là, parce qu'il y a besoin de plus de services, il y a besoin de davantage de stimulation. Ça pourrait être un enfant, par exemple, là, qui a ses 6 ans, étant donné qu'il passe en première année, n'est pas autonome là, au niveau de la salle de bain, donc qui a besoin de quelqu'un pour, par exemple, changer sa couche ou des choses comme ça. Donc, ce type de service-là est au pavillon 3. Tandis qu'en pôle TSA primaire, il n'y a pas, par exemple, de service là, pour le changement de couche et tout. On s'attend à ce que l'enfant soit propre et autonome. Il peut nécessiter une supervision là, pour la salle de bain, mais il doit quand même là, être capable d'uriner à la toilette tout seul. Il y a une autre option qui peut s'offrir à votre enfant. Puis là, ça va vraiment être en rencontre là, avec l'enseignante, l'éducatrice, vous, la direction, pour voir là, les capacités de votre enfant. Ça pourrait être d'aller, par exemple, en première année régulière avec un soutien.
À ce moment-là, c'est sûr que durant son préscolaire, ce qu'on va faire, on va aller tester justement, étant donné qu'on a des classes dans notre pavillon de préscolaire régulier, et qu'on pourrait aller faire des petites périodes d'intégration ponctuelles peu à peu pour voir si votre enfant là, est capable d'intégrer une classe de première année. C'est sûr qu'une classe de première année, oui, il y a un soutien, mais ce n'est pas du temps plein là, avec une éducatrice. C'est quelques heures là, par semaine. Avec un groupe de 20 à 22 enfants. Donc, il faut quand même qu'ils soient capables de suivre le rythme d'une classe régulière. Je vais juste vous le nommer pour que vous sachiez, parce que des fois, les parents sont surpris là, quand on leur annonce que l'enfant change d'école rendu en première année. Donc, c'est juste de garder en tête que si votre enfant entre en 4 ans, bien, ça veut dire qu'il va venir 2 ans à notre école. S'il entre en 5 ans, ça veut dire qu'il va venir 1 année à notre école. Donc, c'est simplement à garder en tête là, pour pas que vous soyez surpris dans 1 an ou 2 là, si on vous annonce qu'il y a un changement d'école. C'est vraiment parce que notre service est pour le préscolaire là, en classe TSA. Oui, Excusez-moi, j'aurais une question. allez-y, bien sûr. Oui, pour Paul TSA, il se situe où exactement? Oui, pour les pôles TSA, en fait, il y en a plusieurs. Ça va vraiment dépendre, comme tantôt quand je disais qu'on a 2 écoles pour le préscolaire, Ville-Mère et Saint-Gilles. Pour le primaire, en fait, vu que ça couvre de première à 6e année, il y en a plusieurs qui sont desservis là, à ce moment-là. Donc, le pôle qui va être choisi, c'est en fonction de votre adresse de résidence. Donc, on y va le plus près possible. Et aussi, il y a quand même une autre caractéristique qui entre en ligne de compte, c'est le nombre d'élèves, le nombre de places qui sont disponibles. Donc, chaque année, on a des élèves de 6e année qui passent au secondaire, ce qui vient libérer des places pour entrer en première année à ce moment-là. Donc, si par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les écoles de Laval, mais au niveau des pôles TSA, on a l'école Sainte-Marguerite qui en offre, qui est dans Laval-des-Rapides. On a l'école des Ormeaux dans le coin de Duvernay. On a l'Équinoxe qui est à Sainte-Rose. On a le Sentier qui est à Gimont. Donc, on en a plusieurs là, quand même sur l'île de Laval. Rendu là, on pourra mieux vous orienter là, quand on sera rendu à ce passage-là, mais c'est quand même important de le savoir, là, surtout si votre enfant entre à 5 ans. OK, parfait, merci. Ensuite, là, c'est au niveau des différentes étapes à faire là, avant son entrée à l'école, donc avant le mois d'août. Là, c'est sûr que vous êtes peut-être à des niveaux différents en fonction là, de ce que vous avez eu accès comme information jusqu'à présent. Donc, ce que je vais faire après la rencontre, je vais vous envoyer en fait l'enregistrement, le PowerPoint également et les documents qui sont nécessaires. Donc, si jamais il y a des étapes que vous savez que vous avez fait, bien, vous n'avez pas à les refaire à ce moment-là. Mais s'il y en a que vous voyez que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, mais ça va être important de les faire dans les prochains jours. Là. Je vous dirais peut-être d'ici le 1er juillet là, pour qu'on ait le temps de rassembler toutes les informations. Donc, en premier, il y a un historique de santé à remplir. En fait, ça peut être fait soit de façon papier, un formulaire papier, ou un formulaire en ligne. Donc, c'est vraiment de connaître un petit peu là, comment se passe la condition médicale de votre enfant de son 0-5 ans. Donc, ça peut aller là, à quel âge il a commencé à marcher, à quel âge il est devenu propre, est-ce qu'il y a des maladies en particulier, est-ce qu'il y a de la vaccination qui a été faite là, durant sa petite enfance. Donc, c'est des questions d'ordre général, mais qui peuvent nous aider aussi là, à mieux connaître votre enfant. Donc, ça se peut que vous l'ayez déjà fait. Ça dépend là, de quelle école là, vous faites partie là, à la base. Ce n'est pas grave là, si ça n'a pas été fait, vous pourrez le faire dans les prochaines semaines. Ensuite, il y aura l'inscription soit au service de garde ou au service des dîneurs. Tantôt, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Mais cette partie-là, en fait, s'adresse seulement aux enfants qui entrent à 5 ans. Donc, parce que les 4 ans, en fait, ne mangent pas à l'école. Donc, ça ne s'applique pas. C'est vraiment juste pour les 5 ans, le service de garde ou le service des dîneurs. On a ensuite la passerelle. En fait, c'est un document que l'éducatrice du milieu de garde remplit actuellement. Donc, si votre enfant va à la garderie en CPE, milieu familial, c'est un document que vous pouvez lui faire remplir pour qu'on apprenne à connaître un petit peu plus votre enfant là, dans un contexte de garderie, donc un contexte avec d'autres enfants de son âge. Ensuite, on a le CLSC qui demande en fait là, de valider au niveau de la vaccination. Donc, on va vous demander de faire une photocopie là, du carnet de vaccination. Ça peut être, en fait, prendre des photos, là, disons, avec votre cellulaire, puis vous me l'envoyez de façon numérisée. Si jamais, là, c'est peut-être plus difficile de me l'envoyer, vous pourriez l'apporter le 23 juin quand il y aura la visite, puis la secrétaire pourra faire les copies nécessaires à ce moment-là. La vaccination, évidemment, là, ce n'est pas obligatoire. C'est si vous avez fait la vaccination, mais l'infirmière va analyser là, à savoir si votre enfant est à jour ou s'il lui manque certains vaccins avant son entrée à l'école.
Ensuite, la prochaine étape, en fait, là, qui va se faire en présentiel, c'est la semaine prochaine, donc le 23 juin. Pour chacun, là, on a convenu, en fait, d'un rendez-vous de 15 à 20 minutes pour venir visiter l'école puis faire un premier contact là, avec les intervenants du milieu. À la suite de cette rencontre-là, c'est là qu'on va former les groupes. C'est sûr qu'une rencontre de 15 à 20 minutes, on ne verra pas tout le portrait de votre enfant. Donc, on va essayer du mieux possible de faire là, des groupes où les besoins se ressemblent. Par contre, pour vraiment le maximiser, pour développer le plein potentiel de votre enfant, ça se pourrait qu'on procède à des changements d'élèves. On se donne environ jusqu'au 30 septembre si on voit qu'il y a un élève qu'il serait vraiment mieux dans un autre type de classe avec d'autres pairs. Donc, ça peut être une possibilité. C'est sûr qu'on ne commence pas à mélanger tous les élèves, mais si de façon exceptionnelle, là, on voit que ça serait préférable, à ce moment-là, on va vous informer, puis on fera ce changement-là. Le but étant vraiment là, de développer les capacités de votre enfant au maximum. Vous allez aussi recevoir là, dans les prochaines semaines des petites activités là, pour préparer tranquillement votre enfant à son entrée à l'école. C'est sûr que là, ça sera à vous d'évaluer son niveau là, de compréhension là, pour faire ces petites activités-là. Il peut y avoir des activités, par exemple, de coloriage, que c'est un dessin d'une école. Ça pourrait être aussi, si par exemple, là, à la rencontre de mercredi prochain, vous souhaitez prendre une photo, par exemple, d'une classe pour lui tranquillement le préparer à son entrée à l'école, puis lui montrer là, avec cette photo-là. Ça peut être une façon de le faire aussi là, pour l'habituer à ce changement de réalité-là. Ensuite, début juillet, vous allez recevoir un courriel de ma part avec toutes les informations concernant la rentrée scolaire. Donc, vous allez recevoir la liste des effets scolaires qui sont à acheter, la facture d'élèves, en fait, là, les frais qui sont à débourser en début d'année prochaine. Il y aura aussi là, un horaire pour l'entrée progressive. Je vais vous expliquer tantôt là, en quoi ça consiste, cette entrée. Vous allez avoir le calendrier scolaire, donc c'est quoi les journées de congé, les vacances et tout ça. Donc, ça va être plus début juillet là, que vous allez avoir toutes ces informations-là. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui, Oui, c'est ça va. correct. Oui, Parfait. ça va. Donc, pour mercredi prochain, donc c'est une journée d'accueil en fait. Donc, les élèves actuels à l'école, on les a mis en journée pédagogique. Donc, ils vont terminer, eux, en fait, leur année scolaire le 22 juin. Donc, le 23, toute l'équipe des classes spécialisées est disponible là, pour accueillir vos enfants. Ça va être vraiment un premier contact, un premier court contact, étant donné les mesures là, que la santé publique nous demande. Donc, c'est 2 ou 3 élèves à la fois, puis on ne peut pas le mixer des élèves là, ensemble là, pour éviter les contacts justement là, entre les familles. Donc, chaque enfant va se retrouver avec un intervenant ou deux pour faire des petites activités, là, puis voir là, comment il se débrouille. Ces activités-là, vous allez amener votre enfant dans le local. Après ça, on vous demande justement de vous retirer à ce moment-là là, pour qu'on puisse voir en fait là, un réel portrait de votre enfant sans le parent, parce que des fois, ça peut différer là, quand papa ou maman est avec lui. Si jamais votre enfant elle était en crise, en pleurs et tout ça, c'est sûr qu'on va vous demander à ce moment-là d'être avec lui. Là. Le but n'est pas de gérer cette séparation-là, mais de voir là, comment votre enfant se débrouille là, avec des petites activités. On pourra aussi vous faire visiter là, les différents locaux de l'école. Puis, il y aura aussi un mini-autobus pour vous montrer comment ça va fonctionner là, au niveau des attaches. C'est quand même des attaches là, qui sont adaptées dans un autobus scolaire. Donc, ce ne sera pas juste des banquettes dans un autobus jaune, là, comme vous êtes peut-être habitué de voir là, si vos enfants sont au primaire. Donc, c'est un autobus qui est adapté pour les élèves pour éviter là, justement qu'ils se lèvent ou qu'ils se promènent durant que l'autobus roule. Donc, au niveau là, du 23 juin, vous avez déjà reçu une confirmation par courriel là, de l'heure exacte. On vous demande vraiment là, d'être ponctuel étant donné que nos rendez-vous sont aux 15 à 20 minutes. Donc, on ne peut pas prendre de retard donc, pour faire patienter les autres enfants. Donc, s'il vous plaît, là, être à l'heure, ça va être apprécié. Pour l'année prochaine, en fait, au niveau de la communication école-maison, ce qui est important, en fait, c'est que les numéros de téléphone que nous avons au dossier et les courriels soient toujours fonctionnels. Donc, si jamais vous changiez de numéro de téléphone ou de courriel, c'est important de le signaler à la secrétaire, là, étant donné que c'est de cette façon-là qu'on a à vous rejoindre si jamais il y avait une urgence, si votre enfant est malade. Pour les courriels, c'est toutes les informations de l'école, ça passe de façon, en fait, par courriel, là, comme j'ai fait dans les dernières semaines.
Donc, on vous demande évidemment là, de consulter régulièrement vos courriels. Ça peut arriver des fois en début d'année que les courriels passent dans le courrier indésirable. Donc, peut-être juste vérifier si jamais là, vous voyez que vous n'avez pas eu, par exemple, de communication de ma part là, début juillet ou en début d'année scolaire là, de la part de l'École Saint-Gilles. Chaque mois, on envoie une info parent aussi, là, qui est vraiment les informations d'ordre général de toute l'école. Donc, là, au niveau de la vie scolaire, les prochains congés et tout ça. Donc, c'est intéressant aussi là, de pouvoir le consulter. Au niveau de la communication de comment se passe la journée avec votre enfant, chaque enseignante a en fait son fonctionnement. Il y a certaines enseignantes qui utilisent des plateformes comme ClassDojo ou Classroom. Si jamais vous avez des enfants plus vieux, là, peut-être vous les connaissez déjà. Là, ça a été un virage technologique aussi avec la pandémie et l'enseignement à distance. Donc, il y a beaucoup d'enseignants là, qui ont développé, qui ont créé des sites là, pour leur classe. Donc, c'est un peu comme un type de Facebook, si on veut, mais de niveau scolaire. Donc, c'est une plateforme où le parent peut communiquer avec l'enseignante là, directement dans des messages privés. L'enseignante peut mettre des photos là, des différents projets qui sont faits là, durant les heures de classe. Donc, c'est un site d'échange, mais qui se fait de façon privée. Puis, c'est seulement les parents de la classe qui peuvent voir là, les publications à ce moment-là. Sinon, à chaque jour, vous avez aussi un petit compte-rendu de comment s'est passée la journée. Donc, l'enseignante va cocher là, quelles sont les activités qui ont été faites dans la classe, puis comment ça s'est passé là, au niveau du comportement. Est-ce que ça a bien été une bonne participation? Ça a été une journée un petit peu plus difficile, donc vous avez un petit compte-rendu aussi là, quotidiennement. Puis, il y a certaines enseignantes, elles, qui préfèrent avoir un contact par courriel, étant donné que c'est plus instantané. Donc, ça va être de voir là, en début d'année c'est quoi le mode de communication là, qui est privilégié avec l'enseignante de votre enfant. Sinon, au niveau des bulletins, en fait, il y aura 2 bulletins de préscolaire là, qui sont en fait 2 étapes. Donc, de septembre à janvier. En janvier, vous allez avoir un premier bulletin. Puis ensuite, il y a un deuxième bulletin à la fin de l'année, au mois de juin. Ça va être sur la plateforme Mosaïque. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire tout de suite. Là, vous allez vous inscrire seulement là, à l'automne parce que vous n'y avez pas encore accès. Il faut un code permanent. Puis, il est encore en traitement avec le ministère de l'Éducation. Un coup, vous allez avoir ce code permanent-là. Ça va toujours être le même, en fait, là, pendant toute la scolarité de votre enfant. Donc, les bulletins, vous pourrez les voir d'année en année là, sur cette plateforme-là. Pour l'année prochaine, donc l'entrée à l'école va se faire en quelques étapes, en fait. Donc, c'est une entrée qu'on dit qui est progressive, justement, là, étant donné que c'est le premier contact avec le milieu scolaire. Donc, le lundi 30 août, c'est un rendez-vous en avant-midi avec l'enfant, le parent et l'enseignante et éducatrice spécialisée. C'est un rendez-vous d'environ 15 minutes. En fait, c'est des échanges là, par rapport là, à votre enfant. Donc, si jamais vous aviez des particularités là, à nommer à l'enseignante du type, il y a des allergies, il y a certaines rigidités alimentaires, au niveau du comportement, c'est plus difficile, par exemple, quand il vient un changement, un imprévu, il y a des réactions particulières. Si votre enfant n'a pas la notion de danger, par exemple, là, pourrait avoir tendance à vouloir explorer ou fuguer, par exemple. Donc, c'est important là, à ce moment-là de donner ces informations-là à l'enseignante et l'éducatrice. Donc, c'est un rendez-vous vraiment juste le matin d'une quinzaine de minutes. Vous allez recevoir le début juillet à quelle heure exactement là, est votre rendez-vous pour le 30 août. Ensuite, les 31 août et 1er septembre, ce qu'on fait, on prend le groupe, en fait, on le sépare en deux mini-groupes. Donc, le 31 août, on a le groupe A, donc par exemple, 3 élèves qui viennent à l'école, pendant que les 3 autres élèves, eux, restent soit à la maison ou vont au service de garde s'ils sont inscrits. Le lendemain, donc le 1er septembre, on fait l'échange. Donc, le groupe A reste à la maison ou au service de garde et le groupe B vient à l'école. Donc, ça permet d'avoir moins d'enfants pour justement là, faire le premier contact, étant donné que ça peut être des fois plus difficile là, d'intégrer un nouveau milieu à ce moment-là. À partir du 2 septembre, donc là, on est rendu au jeudi, là, c'est tout le groupe qui est là. Et c'est comme ça, là, après ça, pour tous les prochains jours là, pour l'année scolaire. Est-ce que ça va pour l'entrée progressive? Oui? Oui. Parfait. Ensuite, ce que je disais, en fait, le 30 août, c'est une rencontre individuelle de 15 minutes. Ensuite, le 9 septembre, c'est une rencontre de parents, mais en fait, c'est tous les parents
qui viennent à une rencontre collective avec l'enseignante. Donc, l'enseignante va, à ce moment-là, là, venir expliquer son fonctionnement, qu'est-ce qu'elle va travailler durant l'année scolaire, expliquer là, tout ce qui va se passer là, durant l'année. Donc, ce n'est pas une rencontre individuelle, mais vraiment une rencontre de groupe. À ce moment-ci, ce n'est pas possible de pouvoir vous dire là, de quelle façon elle va se faire. Ça va dépendre de la situation sanitaire là, à l'automne. Ça va être soit en visioconférence ou en présentiel. Là. On le souhaite qu'un retour à la normale soit possible à ce moment-là. Donc, on pourra vous donner l'information, mais vous pouvez déjà mettre à votre calendrier que le 9 septembre, là, en début de soirée, habituellement sur aux alentours de 18h30, 19h, là, ça va être la rencontre. Ensuite, au niveau des horaires, donc pour la clientèle TSA 4 ans, étant donné qu'on a 2 groupes, donc on a le groupe du matin, que l'horaire, c'est de 9h05 à 11h30. Donc, ça, c'est vraiment les horaires de classe. Ça va vouloir dire que si votre enfant prend l'autobus, il va le prendre peut-être plus vers 8h15, 8h30, là, le temps de faire le trajet sans venir à l'école. Puis ensuite, à 11h30, ça veut dire que les élèves quittent pour soit la maison ou leur milieu de garde à ce moment-là. Pour le groupe de l'après-midi, il arrive à 13h. Donc, à 13h commencent les premières activités et il quitte à 15h30. Encore là, vous avez le choix, là, soit qu'il retourne à sa garderie ou CPE ou il retourne à la maison à ce moment-là. Au niveau de l'horaire, en fait, vos enfants vont être toujours avec son enseignante et l'éducatrice spécialisée de la classe, sauf pour les cours de musique où à ce moment-là, il y a un titulaire en musique ou en éducation physique, donc faire les cours de sport, que là, l'enseignante se retire, puis c'est un enseignant là, qui est formé pour faire ce type de cours. Pour les cours d'éducation physique et de musique, en fait, c'est des cours de 30 minutes qui ont lieu là, par semaine. Il n'y a pas de changement de vêtements là, pour les cours d'éducation physique. La seule chose qu'on vous demande, puis vous allez avoir l'horaire à l'avance, c'est quand il y a un cours d'éducation physique, c'est d'abord que votre enfant là, porte une tenue sportive puis des souliers de course. Donc, on essaie d'éviter les robes et les vêtements qui sont peut-être moins évidents là, pour bouger. Pour l'horaire des élèves là, qui ont 5 ans, en fait, les élèves arrivent là, vers 8h50 en mini-autobus. L'horaire commence de 9h05 à 15h30 à ce moment-là, de façon continue, avec un dîner de 12h34 à 13h34. Ils ont un dîner d'1 heure. Et ce dîner-là, c'est avec des surveillantes de dîner. C'est des surveillantes qui sont habituées d'avoir à interagir là, avec des élèves à besoins particuliers, mais c'est important quand même de savoir que ce n'est pas l'enseignante qui dîne avec les élèves. Parfois, il y a certaines éducatrices spécialisées qui, elles, souhaitent faire des dîners, mais c'est volontaire. Donc, il y en a certaines qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Vous le saurez à ce moment-là, en début d'année. Mais si jamais elles se retirent aussi, c'est 2 surveillantes qui viennent. Donc, le ratio est toujours de 6 enfants pour 2 adultes, là, même pendant la période de dîner. Durant la journée, il y a aussi une récréation qui est le matin. Avec une surveillante, parce que l'enseignante ne surveille pas à l'extérieur, et il y a l'éducatrice de la classe à ce moment-là là, qui va à l'extérieur avec eux. Donc, on est toujours au même ratio. Puis, la récréation se fait dans le module de jeu. Donc, c'est un endroit qui est clôturé. Puis, les enfants peuvent jouer, donc c'est sécuritaire là aussi si votre enfant a tendance à explorer, puis des fois aller un petit peu trop loin là, au parc. Juste une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait une période de collation avant? Oui. Il y a une période de collation, autant pour les 4 ans que pour les 5 ans. Donc, le matin, là, il y a une collation qui se prend en classe. Oui. Merci. Ensuite, pour les 5 ans, c'est la même chose que pour les 4 ans. Donc, ils ont des cours de musique et des cours d'éducation physique d'une durée de 30 minutes. Encore là, on demande, étant donné que le cours est quand même de courte durée, il n'y a pas de changement, puis les vêtements, là, on demande à ce qu'ils soient plus sportifs. S'il vous plaît, à quelle heure la collation vous donnez pour les TSA à 4 ans? En fait, pour un ou l'autre, je dirais que ça varie un petit peu. L'enseignante, en fait, se fie vraiment là, aux élèves. Si, par exemple, là, la majorité, des fois, il y a des élèves, par exemple, qui refusent de manger le matin. Quand ils se lèvent, c'est plus difficile. À ce moment-là, elle pourrait mettre la collation plus tôt. S'il y en a d'autres que pour eux, l'enfant, là, il préfère manger un petit peu plus tard, ça peut être fait plus tard. Je vous dirais, nos élèves arrivent vers 9h, fait que la récréation est vers 11h, donc vers 10h15, 10h30 environ, là, en moyenne, c'est le temps de la collation.
Et est-ce que c'est nous qu'on prépare la collation? C'est nous qu'on donne la collation dans une Oui. boîte neige, c'est ça? Ah, ok. Oui, exactement. Donc, c'est peut-être différent là, des milieux de garderie, en fait, là, auxquels vous êtes habitués. Donc, la collation est fournie par le parent, puis le repas aussi. Ah, ok. Juste une autre question, s'il vous plaît. Oui. Bon, pour Liseur, tu as dit pour l'ITS à 4 ans, c'est soit la matinée de 9h jusqu'à 11h30, soit l'après-midi. Parce que moi, vraiment, pour l'après-midi, c'est très difficile pour mon garçon. De 13h à 15h30, toujours, il fait la sieste. Est-ce que OK. c'est possible de choisir le matin? Parce que je trouve qu'il est à midi, il voulait vraiment dormir. Est-ce que tu OK. Il peut avoir une courte période, en fait, là, de détente. C'est sûr que là, s'il dort, disons, 1 heure ou 2 en après-midi, ben, c'est peut-être pas l'idéal qu'il vienne l'après-midi à ce moment-là. C'est sûr que moi, je peux pas m'avancer puis faire une demande spéciale là, à ce moment-là. Tu sais, je peux le demander, mais c'est pas certain, en fait, que ça va être accepté. Donc, si jamais il y avait des cas particuliers à ce moment-là, je vous invite à communiquer avec moi là, dans les prochains jours par courriel ou par téléphone. On pourra regarder ce qui est possible. Vraiment, ça fait longtemps qu'il dort de 1h jusqu'à 3h30. C'est le temps vraiment je trouve que le temps pour aller à l'école de 13h à 15h30, c'est leur temps de la sieste. Je comprends. On ne voudrait pas qu'ils viennent à l'école juste pour dormir. Hein? Donc, mais je vous inviterai à communiquer avec moi à ce moment-là, puis on pourra regarder ce qui est possible de faire. Merci beaucoup. C'est bon. Sinon, au niveau de l'horaire de l'école, en fait, par rapport aux absences, donc c'est sûr qu'on vous demande en fait de motiver l'absence de votre enfant là, quand il doit s'absenter. Si jamais vous le savez à l'avance, vous pourriez par exemple écrire dans l'agenda de votre enfant. Là, si par exemple lundi, il y a un rendez-vous médical. Fait que comme ça nous évite là, de devoir vous appeler le matin même. Si jamais c'est le matin même que votre enfant là, fait de la fièvre, peu importe, à ce moment-là, on vous demande d'appeler au secrétariat. Donc, au poste là, 6610, c'était le même téléphone que j'avais donné en début de rencontre, pour signaler en fait le nom de votre enfant puis la raison pour laquelle il doit s'absenter. Si jamais vous ne nous appelez pas le matin, parce que vous oubliez dans toute la logistique familiale là, qu'impose un matin, à ce moment-là, la secrétaire là, va faire les absences là, du groupe, puis va vous téléphoner à ce moment-là pour savoir là, la raison de l'absence là, de votre enfant. Au niveau de la ponctualité, ben, c'est sûr qu'on souhaite vraiment là, que votre enfant, c'est sûr que s'il prend l'autobus, ben, automatiquement, il va arriver à l'heure là, à l'école. Mais si jamais un matin, là, vous venez le reconduire, on vous demande vraiment là, le plus possible d'être à l'heure avant le début des classes. Parce que c'est sûr qu'un enfant qui arrive un petit peu après, ben, ça le déstabilise. Là. Vous savez comment la routine, c'est important là, pour votre enfant. Donc, d'arriver à l'heure, puis toujours de la même façon aussi. S'il prend l'autobus, ben, qu'il le prenne à tous les jours. Comme ça lui fait une séquence là, qui est beaucoup plus claire puis beaucoup plus prévisible aussi là, que d'y aller de façon aléatoire. Si par exemple, un matin, il vient au service de garde, pas le lendemain, mais ça peut être mélangé un petit peu pour un enfant, puis des fois, ça peut venir perturber l'ensemble de sa journée également. Si jamais durant la journée, votre enfant a un rendez-vous médical puis vous venez le chercher, il faut passer au secrétariat à ce moment-là. Mais vous ne pouvez pas le faire pendant le dîner. Donc, il faut arriver soit un petit peu avant le dîner ou un petit peu après parce que le secrétariat est fermé là, pendant l'heure du dîner. Donc, de 12h34 à 13h34, ce n'est pas possible de pouvoir entrer à l'école. Au niveau du programme scolaire, en fait, c'est le même programme. C'est un programme, en fait, dans toutes les écoles québécoises qui est offert là, pour les enfants de 4 ans et 5 ans. Donc, c'est 5 compétences là, que vous voyez là, ici. Là. Donc, il y a au niveau là, de la conscience de soi, il y a au niveau de comment il développe ses relations avec les autres, l'aspect langagier, l'aspect moteur, l'aspect cognitif. Donc, c'est les mêmes compétences qu'un enfant là, qui va être en classe régulière. Par contre, il peut y avoir certaines adaptations là, qui sont faites pour votre enfant. Si par exemple, là, au niveau langagier, c'est un enfant qui est non-verbal ou qui est en émergence, c'est sûr qu'on ne s'attend pas au même développement qu'un enfant qui est verbal depuis l'âge de 2 ans. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, des fois, c'est sûr que ça peut venir teinter au niveau du bulletin et c'est là qu'il devient important en fait d'avoir un plan d'intervention. Tous les élèves qui sont en classe spécialisée auront automatiquement un plan d'intervention. Donc, qu'on appelle dans notre jargon un PI, pour que ça soit plus rapide. Donc, un PI, c'est vraiment, on va aller cibler des objectifs très précis pour justement promouvoir le développement de votre enfant.
À 4 ans et 5 ans, on vise beaucoup l'autonomie, la communication des besoins primaires. Donc, très souvent, on va voir dans un plan d'intervention, par exemple, surtout avec l'arrivée de l'hiver, que l'enfant doit être capable de se vêtir de façon autonome le plus possible. C'est sûr qu'on peut y offrir un soutien, puis mais on veut qu'il soit capable, par exemple, de vêtir son manteau, puis par exemple, l'adulte va venir attacher la fermeture éclair ou des choses comme ça. Donc, des fois, le bulletin, ça peut être des fois peut-être émotif, étant donné que l'enfant ne se développe pas de la même façon qu'un enfant neurotypique. Mais c'est à ce moment-là, on se rattache vraiment au plan d'intervention, puis c'est là qu'on voit une belle progression. Un élève qui était pas capable de faire quelque chose en septembre, mais qui est rendu en décembre ou en mars, là, il va réussir à le faire. Quand un objectif est atteint dans le plan d'intervention, mais là, on ferme cet objectif-là, comme quoi il est atteint, puis on va aller trouver un autre objectif. Donc, c'est des micro-objectifs, puis c'est à ce moment-là que vous voyez l'évolution de votre enfant là, de septembre à juin. Un plan d'intervention, c'est toujours en continuité, en fait. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, un objectif qu'on commence en septembre, puis qu'on voit que l'objectif, là, c'est quand même un gros objectif. Si on parle, par exemple, de la communication, communiquer, disons, à l'aide de 3 à 4 mots, tout dépendant où il est rendu, mais ça pourrait se poursuivre, par exemple, l'année suivante. Donc, ça peut être une possibilité. Je n'irai pas plus loin par rapport à cet aspect-là, étant donné l'année prochaine, quand votre enfant va entrer, on va pouvoir vous l'expliquer plus longuement, là, mais c'est vraiment globalement de comprendre que votre enfant est évalué en fonction du bulletin là, des élèves en classe régulière. Au niveau des services qui sont offerts en classe spécialisée, donc tantôt, là, je vous ai nommé à quelques reprises qu'il y a une TES, c'est en fait une technicienne en éducation spécialisée. Donc, qui est toujours dans la classe avec votre enfant en support à l'enseignante et elle est sur la cour de récréation là, le matin là, quand c'est la période de récré. Ensuite, on a une préposée aux élèves handicapés. Donc, on en a une, en fait, là, qui s'occupe de l'ensemble des classes 4 ans et 5 ans et qui offre un soutien puis une supervision à la salle de bain. Donc, si jamais votre enfant n'était pas autonome, qu'il porte une couche encore et qu'il a besoin d'un changement, c'est notre Madame Sylvie cette année. On va voir si c'est encore elle l'année prochaine, mais qui amène les élèves là, un à la fois. Vous allez pouvoir voir aussi la semaine prochaine là, les installations, là, comment ça se passe. C'est possible aussi qu'elle puisse travailler, là, entraîner votre enfant aussi à la propreté si elle sent là, qu'il est prêt. Puis ça va se faire en collaboration avec vous là, dans le milieu familial. Si votre enfant est autonome à la salle de bain, c'est sûr qu'on vise l'autonomie puis de continuer dans cette lignée-là. Donc, elle pourrait aussi juste simplement offrir une supervision là, à la salle de bain. On a par exemple des élèves qui sont plus autonomes et qui peuvent aller faire des sorties en groupe, si on veut. Là, donc, aller dans la salle de bain. Ils ont chacun leur cabine, évidemment, là, mais ça peut être aussi une possibilité là, si on voit que certains élèves sont capables de le faire. Donc, on vise vraiment toujours là, d'aller le plus loin possible dans le développement de leur autonomie. Sinon, au niveau des services professionnels, on a du service d'orthophonie qui est de 1 à 2 journées par semaine. Ce n'est pas, il faut simplement comprendre, ce n'est pas des thérapies ou des suivis individuels à ce moment-là. Donc, si jamais vous êtes déjà suivi, par exemple, par le CRDI ou par une orthophoniste au privé, c'est important dans ce cas-là de continuer ce suivi-là. Nous, notre orthophoniste, elle est là pour venir soutenir les enseignants dans le développement de la communication. Elle peut aussi venir animer des activités là, pour stimuler le langage, mais ça se fait en sous-groupe. Donc, elle n'est pas là pour venir évaluer votre enfant. Donc, c'est vraiment là pour travailler, faire des petites activités là, avec eux. Vous comprendrez qu'on a quand même 30 enfants. Donc, on en a environ, on en aurait 12 au maximum là, en 4 ans. Et on peut en avoir jusqu'à 18 en 5 ans. Donc, pour 30 enfants, c'est sûr qu'on ne peut pas aller faire des suivis individuels pour chacun d'eux. Donc, c'est pour ça qu'on les jumelle en sous-groupe. On a aussi une psychologue qui vient en soutien aux classes spécialisées TSA, qui est là 2 journées par semaine et qui vient en soutien aux interventions. Donc, elle va se promener dans les classes. Si jamais elle intervient là, plus spécifiquement avec votre enfant, ce n'est pas pour faire une évaluation, mais plus pour venir soutenir au niveau des interventions. Vous allez toujours être mis au courant. Là. Vous devez toujours donner votre consentement, là, que ce soit l'orthophoniste, la psychologue ou l'ergothérapeute, quand elle vient là, intervenir auprès de votre enfant. Donc, ça, vous allez être au courant. Puis, à la suite de ça, il y a toujours un rapport ou un petit résumé là, qui est fait de qu'est-ce qui a été recommandé et tout. Si jamais il y avait des partenaires externes, comme par exemple le CRDI qui est impliqué, c'est la psychologue qui peut faire le suivi justement avec ces organismes extérieurs.
On a ensuite une ergothérapeute qui est là une journée par semaine et qui s'assure en fait là, de mettre en place là, des recommandations. Donc, si par exemple, vous avez une ergothérapeute qui a déjà fait une évaluation auprès de votre enfant, puis il y a eu des recommandations qui ont été faites là, à la suite du rapport, ben c'est elle, en fait, là, qui va venir s'assurer que c'est bien mis en place. Là, quand on pense d'objets, par exemple, des vestes compressives ou ce type de moyens-là pour venir aider votre enfant à être plus disponible, ben, on a notre ergothérapeute là, qui va assurer le suivi. Ça peut être aussi d'offrir un soutien à l'enseignante pour justement là, venir répondre aux besoins de votre enfant. Par rapport au CRDI, ça se peut que vous ayez déjà un éducateur là, qui est dans votre milieu familial là, pour intervenir, pour venir soutenir votre enfant. Ça se peut que vous soyez en attente d'avoir un premier service. Donc, si jamais il y a le CRDI qui est impliqué là, auprès de votre enfant, c'est important de nous le mentionner. Comme ça, ben, ça peut être possible, avec votre consentement, d'avoir un échange d'informations. Il arrive très souvent que des intervenants du CRDI viennent à l'école observer, voir comment ça se passe. Puis, ils peuvent venir même nous suggérer, dire « Ah, j'ai essayé tel moyen à la maison, ça fonctionne bien, on va mettre la même chose en place à l'école. » Donc, ils viennent nous l'expliquer. Ou vice-versa, il y a quelque chose qui se passe très bien à l'école, puis on voudrait l'implanter à la maison. Donc, il y a un échange qui peut être fait. Le CRDI peut aussi être invité pour des rencontres, que ce soit pour le plan d'intervention, un plan multi qu'on appelle, là, quand on peut impliquer plusieurs professionnels pour venir soutenir votre enfant. Donc, c'est surtout à garder en tête que si le CRDI est impliqué, bien, ça va être important de le mentionner là, à la rencontre en début d'année, la première rencontre avec l'enseignante. Comme ça, on pourra rapidement là, mettre des choses en place avec l'éducateur ou l'éducatrice qui est impliqué déjà. Si jamais il y a déjà eu des services dans le passé ou des services actuels par d'autres organismes, que ça pourrait être une orthophoniste au privé, une ergothérapeute, un psychologue, psychoéducateur, et que vous avez des rapports, ça pourrait être intéressant aussi de nous les apporter la semaine prochaine. Comme ça, on peut déjà mettre des choses en place aussi là, pour préparer l'entrée de votre enfant à l'école. Juste une petite question. Est-ce que je peux Oui. poser maintenant? Oui. Pour le service CRD, admettons quand, par exemple, l'enfant il rentre à l'école et on a décidé d'arrêter le service CRD. Par exemple, par exemple, je laisse mon garçon juste pour l'école et j'arrête le service CRD. Est-ce que vous avez encore et par exemple, je donne le consentement pour parler avec le service CRD. Est-ce que ça fonctionne ça? Vous pouvez parler avec le service CRD, malgré moi j'arrête le service? Habituellement, le service doit être actif pour qu'on puisse communiquer avec eux. Quand vous décidez de fermer parce qu'il n'y a plus nécessairement de besoin qui est ressenti à la maison, eux, ils ferment le dossier. Sûrement qu'il y a un petit rapport là, qui en ressort, mais nous, on ne peut pas échanger avec un dossier qui est inactif. Donc, c'est vraiment quand c'est les dossiers actifs. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échanger avec eux si vous fermez le dossier. Exactement. Ben, puis ça, c'est pas de notre ressort. En fait, c'est que l'éducateur, s'il ferme le dossier de votre enfant, ben, ça veut dire qu'il en ouvre un autre. Donc, sa charge de travail est déjà là, complétée à ce moment-là. Ah, OK. Et est-ce que tu trouves, je ne sais pas, juste une petite question, est-ce que tu trouves, par exemple, l'enfant, est-ce qu'il y en a des enfants qui, par exemple, rentrent à l'école, ils restent avec vous et l'après-midi avec le service CRD, c'est pas trop pour un enfant TSA? Non? Non, parce qu'ils travaillent quand même des choses qui sont différentes et dans des contextes aussi différents. Donc, par exemple, dans les 4 ans, étant donné que c'est possible, dans les 5 ans, ça ne l'est pas, là, vu qu'ils sont là à temps plein à l'école, mais ça peut arriver, par exemple, qu'on reçoit un enfant, disons, l'après-midi, puis on sait que le matin, l'éducateur va à la maison justement pour travailler certains aspects. Donc, ça peut être possible de le faire. Je vous dirais que l'idéal, c'est de l'essayer. Si on voit que c'est trop, ben, après ça, on détermine là, la meilleure façon de faire. Mais vu qu'on travaille vraiment des objectifs qui sont différents, ben, ça va juste de pair puis en collaboration, là, les deux partenaires. Ça veut dire que ce que je comprends, il faut le service CRD, il vient à la maison pour que vous pouvez échanger, c'est ça? Bien, je crois que oui, puis surtout que, étant donné que votre enfant va entrer à l'école, ben, il peut y avoir, là, il y a quand même un moment aussi d'adaptation, que le CRDI reste impliqué, je pense que ça devient intéressant, là, justement. C'est parfait. Okay. Ouais.
Ensuite, concernant la liste de matériel scolaire que vous allez recevoir au mois de juillet, on vous demande vraiment là, le plus possible de respecter là, ce qui est indiqué là, au niveau des achats, au niveau des quantités. On recommande aussi certaines marques. On ne peut pas vous l'obliger, là, évidemment, mais c'est sûr que c'est par expérience, en fait, là, pourquoi on recommande une marque plutôt qu'une autre. C'est au niveau de la qualité puis de la durabilité. On a quand même une certaine expérience là, à ce niveau-là. On reconnaît, par exemple, qu'un crayon acheté dans un magasin d'1 $ versus la marque qu'on va vous indiquer, bien, ça va être beaucoup plus durable. Donc, ça va vous éviter d'en acheter 3 ou 4 là, du même article parce que la qualité n'est pas toujours là, dans les. C'est pas cher, mais malheureusement, il faut le changer souvent. Fait que ça serait vraiment là, de respecter le plus possible. Puis le but, c'est vraiment de vous faire épargner là, sur le long terme. Donc, soyez rassurés à ce niveau-là. Sinon, aussi, on vous demande vraiment de tout identifier. Puis quand je dis tout, si on parle, là, par exemple, d'un crayon feutre, ben, c'est vraiment, par exemple, le crayon, ben, d'écrire son nom sur le crayon, mais aussi sur le capuchon, en fait. Parce que quand il y a un bouchon qui tombe par terre, ben, on veut rapidement de s'assurer de le retrouver, là, quand on a quand même quelques enfants, là, que les crayons peuvent se retrouver un peu partout. Donc, vraiment, là, de tout identifier avant qu'ils viennent à l'école, de déguiser déjà les crayons, là, c'est très aidant pour le début de l'année. Ensuite, ça va être important de magasiner là, un sac à dos et une boîte à dîner pour les enfants qui vont manger à l'école, évidemment, de bonne grandeur. Donc, vraiment de faire attention là, de ne pas avoir un sac à dos qui est trop gros, qui pourrait créer des problèmes de dos à votre enfant. Donc, vous pourrez regarder sur Internet c'est quoi les formats là, pour un enfant d'âge préscolaire. Donc, puis vraiment y aller là, avec les balises là, qui sont recommandées. C'est vraiment pour aider votre enfant puis le rendre aussi autonome. Un sac qui est trop gros, trop lourd, bien, il va avoir de la difficulté à le mettre sur son petit dos d'enfant de 4 ans ou 5 ans. Même chose pour la boîte à dîner. On veut quand même une boîte à linge là, que tout peut rentrer à l'intérieur, mais qu'elle ne soit pas non plus trop grosse et qu'elle peut être facile aussi là, quand on pense à la fermeture éclair, autant pour le sac à dos que pour la boîte à dîner. Peut-être tester justement ce que votre enfant pourrait être capable de l'ouvrir et de la fermer pour le rendre de plus en plus autonome. Au niveau du transport, donc les élèves arrivent et repartent. En fait, c'est des mini-autobus avec des attaches qui sont intégrées. Donc, c'est des banquettes comme on est habitué de voir là, pour des autobus scolaires. Par contre, sur le dossier, il y a comme un petit rabat qui crée un siège et qui vient avec des attaches, en fait. Donc, les attaches, c'est un peu comme vous avez là, dans votre voiture. Donc, l'enfant va être attaché au niveau du torse, puis aussi au niveau là, des cuisses. Donc, quand vous allez venir le 23 juin, il y aura un exemple d'un autobus. Puis je pourrai vous montrer à ce moment-là comment ça va fonctionner. C'est sûr qu'au niveau du transport, en fait, c'est votre responsabilité d'entrer dans l'autobus le matin pour aller attacher votre enfant et le soir de le détacher à ce moment-là. Nous, à l'école, c'est l'adulte, l'intervenant qui rentre dans l'autobus pour le détacher le matin. Et c'est lui qui va l'attacher là, avant qu'il quitte le soir vers la maison. Ce qui est demandé aussi là, par rapport à la compagnie de transport, vous devez toujours être à l'arrêt à l'extérieur de la maison là, avant que votre enfant arrive. Donc, on a un système, en fait, là, c'est comme des cartes opus un petit peu. Là. Il y a un système magnétique que l'enfant là, il scanne sa carte avant d'entrer dans l'autobus et quand il en ressort aussi. Éventuellement, là, on vient de commencer, en fait, là, ça fait peut-être 2-3 mois. Éventuellement, il y aura un système de géolocalisation, donc une application sur votre cellulaire et vous allez pouvoir suivre l'autobus. Donc, si jamais il y avait des retards en hiver avec la neige et tout ça, vous allez pouvoir voir. Donc, ça va vous éviter d'attendre peut-être 20-25 minutes dehors là, quand il fait froid avec votre enfant. Donc, si l'autobus est sur le point d'arriver, bien, vous pourrez sortir à ce moment-là. Donc, c'est sur le point là, de se concrétiser là, ce système-là. Vous recevrez l'information là, en temps et lieu. Au niveau des trajets, c'est sûr que durant l'été, on est en train de concevoir les différents trajets. Donc, c'est vraiment quelques jours avant la rentrée scolaire que vous allez pouvoir aller sur le site web là, du Centre de services scolaires de Laval. Il y a un onglet, là, puis au mois d'août, il est très, très clair. Là, c'est le gros onglet là, quand vous allez ouvrir la page, trouver mon autobus. Puis avec le numéro de votre enfant là, que vous allez recevoir d'ici là, vous allez pouvoir savoir c'est quoi le numéro de l'autobus, puis les heures de passage là, le matin et en fin de journée. Il y a certains enfants, par exemple, là, que les attaches ne suffisent pas pour assurer leur sécurité. Donc, ça peut arriver des fois qu'un enfant va être capable, là, qui est très habile avec ses petites mains, puis il va réussir à se détacher.
Quand ça arrive, en fait, on va vous le signaler parce que c'est sûr que là, c'est la sécurité. On ne voudrait pas qu'un enfant se promène là, dans un autobus quand il est en circulation. Donc, il arrive, c'est possible, par exemple, de mettre un couvre-boucle. Un couvre-boucle, c'est comme une petite attache en plastique qui vient empêcher l'enfant de détacher, mais l'adulte est capable, lui, de le faire. Ou ça peut être aussi une veste de retenue, que si jamais la problématique est plus grande. Une veste de retenue, en fait, là, c'est comme une attache et il y a 4 points d'ancrage, donc 2 aux épaules, puis 2 à la taille. Et c'est vraiment là, un adulte là, seulement qui est capable de l'enlever. Puis c'est vraiment pour assurer sa sécurité. Si jamais on allait avec des mesures, soit le couvre-boucle ou la veste de retenue, c'est sûr qu'on va vous informer parce qu'on a besoin de votre consentement à ce moment-là. Sachez que c'est vraiment pour assurer la sécurité de votre enfant dans l'autobus qu'on va aller vers ce genre de mesures-là. Je dirais que de façon générale, la très, très grande majorité des élèves, seulement les attaches fonctionnent, mais des fois, ça peut arriver qu'on a certaines petites problématiques, puis c'est la sécurité qui prime là, dans le transport. Pour les élèves qui vont entrer dans les classes à temps plein, en fait, d'âge 5 ans, on a le service de garde qui peut être offert. J'en ai parlé avec certains parents là, au téléphone. Il y en a qui ne savaient pas nécessairement si, par exemple, en septembre, ils allaient être encore en télétravail ou s'ils allaient être de retour là, en présentiel en fonction de leur emploi. Le service de garde, en fait, vous pouvez l'inscrire à n'importe quel moment. C'est sûr que si jamais vous le savez déjà à l'avance que vous allez avoir besoin du service de garde, soit le matin ou le soir, et ça nous aide à planifier le nombre d'éducatrices qui s'occupent du service de garde. Mais sinon, si vous le savez juste au mois d'août, en fonction de votre employeur, il n'y a aucun problème. On vous demande simplement de nous informer 2 semaines à l'avance pour justement qu'on prépare l'inscription puis qu'on puisse engager les éducatrices qui vont travailler auprès de votre enfant. Au niveau du service de garde, vous avez deux options. Vous pouvez soit l'inscrire au service de garde de l'école Saint-Gilles ou sinon au service de garde de l'école de votre quartier. Donc, si jamais vous l'inscrivez à Saint-Gilles, ça veut dire que le matin, vous venez le reconduire à notre école et vous venez le rechercher en fin de journée également à notre école. Si jamais vous préférez pour la proximité que ça soit votre école de quartier, ça veut dire que vous allez aller le porter le matin à l'école de quartier. Il y aura une éducatrice qui va sortir le matin pour que l'autobus de notre école aille le chercher au service de garde de son école X et ils viennent nous le reconduire à l'école. Ça peut se faire la même chose le soir. Ça peut être aussi possible, selon votre horaire de travail, si vous voulez seulement, par exemple, le service de garde le matin, mais pas le soir, il pourrait rentrer directement à la maison. La seule chose, par contre, qu'on ne peut pas faire, ça serait, par exemple, le lundi, il va au service de garde de l'école X, le mardi, il va à la maison. Là, ça devient mélangeant, puis on ne voudrait pas se tromper de journée, donc on veut avoir une stabilité. Donc, s'il va au service de garde, bien, il va tout le temps. Quitte à, si vous finissez plutôt une journée, bien, allez le chercher au service de garde à l'extérieur. Ça peut être une possibilité. On ne peut pas commencer à venir changer là, les adresses de trajet. Puis c'est vraiment pour assurer qu'il n'y ait pas une erreur. Si jamais il y avait un chauffeur remplaçant une journée et qui se trompait d'endroit, on ne voudrait pas vous inquiéter là, pour rien. Excusez-moi, oui. Pour les services de garde, est-ce que ça concerne aussi pour les TS à 4 ans? Non, ce n'est pas pour les 4 ans, en fait, parce que vu que les 4 ans, vous avez accès à encore un milieu de garde, là, soit un CPE ou milieu familial, à ce moment-là, c'est la garderie qui va être prioritaire. 5 ans, ça, c'est pour les 5 ans. Oui, c'est seulement pour les 5 ans. Ah, ok, parfait, merci. Oui. Voilà, pour le service de garde. Ah oui, aussi par rapport au transport d'autobus, si jamais votre enfant est en garde partagée, il ne peut pas aller comme sur 2 adresses encore là pour éviter là, de se mélanger. Donc, c'est vraiment une adresse là, qui est l'idéal pour si jamais là, il y avait une situation là, que votre enfant est en garde partagée. Voilà. Ensuite, donc, si jamais vous avez besoin du service de garde, il y aura un formulaire à remplir là, pour l'inscrire à ce moment-là. Puis quand vous l'inscrivez au service de garde, il y a des frais, mais ça inclut aussi la période de dîner. Donc, que vous alliez au service de garde de l'école Saint-Gilles ou au service de garde de votre école de quartier, le dîner est inclus à ce moment-là. Là. Je n'ai pas le coût exact, mais c'est autour de 8 $ par jour environ. Sinon, on a le service des dîneurs. Encore là, moi, je m'adresse seulement aux parents d'élèves de 5 ans, donc qui sont là à temps plein, qui ont une période de dîner à l'école. Ah, ça veut dire les 4 ans, ils dînent à la maison, c'est ça? Exactement, oui.
Pour le service des dîneurs, en fait, ça veut dire que votre enfant, le matin, il arrive de la maison en autobus, il dîne à l'école, puis en fin de journée, il retourne à la maison. Donc, la période de surveillance, en fait, c'est vraiment seulement la période de dîner. Puis c'est autour de 300-350 $ pour l'année scolaire complète. Donc, ça revient, je pense, à environ 2 $ par jour là, le service de dîner. Et service de dîner, ça veut dire, en fait, vous fournissez le repas, puis c'est la surveillance qui a un frais à ce moment-là. Pour service de garde puis service de dîner, ça commence le lundi 30 août, donc le lundi à la première journée d'école. Donc, durant le mois d'août, vous devez trouver une option. L'école n'est pas ouverte encore là, pour accueillir votre enfant. Est-ce qu'il y a des questions pour service de garde, service de dîner? Ça va? Vous allez avoir dans mon courriel, là, quand je vais vous envoyer toute la présentation, vous allez avoir les formulaires. Donc, si jamais vous voulez déjà inscrire votre enfant au service de garde ou si vous avez besoin de l'inscrire seulement au service des dîneurs, il faudra remplir le document, en fait, dès que possible. Là, je dirais d'ici début juillet là, pour qu'on puisse savoir exactement le nombre d'élèves et tout. Ensuite, pour les récréations, donc, elles se passent dans la mesure du possible à l'extérieur. C'est sûr que si on a une pluie très, très abondante ou un très grand froid l'hiver, à ce moment-là, on fait des récréations à l'intérieur. Mais sinon, on veut vraiment là, que votre enfant puisse bouger, jouer dehors, autant dans la neige qu'en été. Donc, c'est ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'avoir des vêtements là, qui sont adaptés selon la météo là, quand vous l'habillez le matin. Donc, si jamais il annonce un petit peu de pluie, une petite bruine, on peut sortir dehors quand même. Donc, c'est juste de lui mettre un petit coup de vent ou un imperméable, des bottes de pluie si nécessaire. Puis l'hiver, c'est vraiment d'y aller avec l'habit complet. Donc, la salopette de neige, des bottes qui sont très chaudes aussi. Parce qu'on a quand même là, une récréation là, de 20 minutes le matin. Puis, ils sortent aussi là, après le dîner. Là. Étant donné que c'est une heure de dîner, habituellement, ils mangent un 20 à 30 minutes, là, tout dépendant des groupes. Puis après ça, ils font une petite période aussi à l'extérieur. Donc, on veut que les élèves soient bien habillés. La tuque, le foulard cache-cou, des bonnes mitaines chaudes aussi. Là. Donc, quand on sera rendu là à magasiner ça, là, je choisis des vêtements qui vont être chauds et confortables aussi là, pour votre enfant. Pour la période... Oui, allez-y. Pardon, j'aurais une question. Oui. C'est par rapport si j'inscris mon enfant au service de garde de l'école Saint-Gilles, oui. Est-ce qu'il aura les mêmes services que si je l'inscris à l'école du quartier, par exemple, au service de garde? Est-ce qu'il y aura quand même un soutien vu qu'ils sont TSA ou Oui. En fait, il y a comme 2 options là, qui peuvent se faire quand on est... Je vais y aller avec une année régulière parce que cette année, avec la COVID, c'est un petit peu particulier, là, les mesures sanitaires. Mais habituellement, que ça soit un service de garde dans une autre école ou à Saint-Gilles, tout dépendant de l'élève. C'est sûr que là, je ne connais pas nécessairement précisément votre enfant encore, mais il peut soit être intégré dans un groupe de réguliers s'il est capable de suivre des activités avec le groupe du service de garde. Ou il peut être avec quelques enfants qui ont le même diagnostic, les mêmes besoins que lui à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, on suit comme cette année, on en a qui sont capables de suivre là, des activités régulières, en fait, d'enfants de classe régulière. Puis on en a d'autres que le bruit, les stimulations, c'est plus difficile. Donc, on a fait un petit groupe là, de 2-3 élèves avec une intervenante à ce moment-là. Et ça dépend vraiment. Ouais. Mais moi, par exemple, si j'ai envie d'inscrire mon enfant ici à l'école du quartier, est-ce que je dois m'assurer qu'il y a quand même un service pour les TSA ou en fait, ou dans tous les cas, il y en a un service? C'est ça que je veux savoir. Tous les services de garde de toutes les écoles sont dans l'obligation d'accueillir votre enfant qui a des besoins particuliers. Là, on parle beaucoup d'élèves TSA, mais on a des élèves, par exemple, là, on a des classes de soutien au comportement, on a des classes avec de la déficience intellectuelle. Donc, tous les parents qui ont un élève en adaptation scolaire dans une classe spécialisée ont accès aux services de garde de leur école de quartier. Et c'est important, par contre, si vous décidez d'aller inscrire votre enfant à l'école de quartier, au service de garde, de mentionner que votre enfant a des besoins particuliers. À ce moment-là, ils vont demander, par exemple, dans quel type de classe il se retrouve, puis ils pourraient me contacter pour que j'explique un petit peu, là, c'est quoi plus précisément ses besoins. Et à ce moment-là, ils pourraient mettre une éducatrice supplémentaire si c'est ça le besoin. S'il est capable de suivre un groupe du régulier, bien, ça pourrait être aussi une possibilité. Mais l'objectif, c'est vraiment la sécurité puis que votre enfant soit bien, peu importe dans quel service de garde il va se retrouver. OK, parfait, merci.
Pour la période de dîner, donc tantôt j'en ai parlé un petit peu, là, mais il y a 2 surveillants qui sont là avec le groupe. Les élèves, ils mangent dans la classe. Donc, ils sont toujours, en fait, là, dès leur arrivée le matin jusqu'en fin de journée, ils sont toujours là, avec les mêmes élèves dans le même local. Bon, oui, ils sont à l'extérieur, là, ils font des activités et tout, mais il y a quand même toujours une stabilité là, au niveau de autant des adultes que des enfants qui côtoient le vôtre. Vos enfants ont aussi accès durant la période de dîner à un micro-ondes qui est dans la classe. Donc, si jamais votre enfant n'est pas un adepte des sandwichs ou des thermos, bien, vous pourriez lui donner un repas que la surveillante de dîner va pouvoir faire réchauffer à ce moment-là. Là, ça peut être une possibilité. Pour la boîte à dîner, on vous demande de mettre un refroidisseur, là, comme un ice pack, une petite glace là, pour garder le repas froid et de fournir aussi des ustensiles là, qui sont identifiés à son nom à ce moment-là. On a aussi des services de traiteurs, en fait. Donc, on a la compagnie Midi Bouffe. Cette compagnie-là, en fait, c'est un achat que vous faites en ligne. Donc, vous pourrez, là, vous allez recevoir l'information au mois d'août. Mais c'est un site web, vous allez sur le site, puis vous voyez à chaque jour, là, c'est un menu différent. Donc, si votre enfant n'a pas nécessairement là, certaines rigidités alimentaires, puis que vous voudriez, par exemple, la journée qu'il y a du macaroni, du spaghetti, peu importe, le commander. Donc, il y a un frais je ne me rappelle pas exactement, là, mais c'est peut-être entre 3 et 5 le repas. Puis cette compagnie-là, en fait, la journée même, vient nous livrer à l'école le repas qui est chaud là, quelques minutes avant l'heure du dîner, là, vers midi 15. Et on a quelqu'un, en fait, qui va aller lui porter dans sa classe là, le repas. Fait que ça peut être une possibilité si jamais là, votre enfant là, peut y accéder. Sinon, on a aussi une levée de fonds, en fait, une campagne de financement qu'on fait, là, c'est les vendredis pizza qui sont très populaires chez nos élèves. Donc, chaque vendredi, on fait affaire avec le restaurant Domino, qui n'est pas très loin de notre école, et que c'est une petite pizza individuelle, un 4 pointes, pizza au fromage, qu'on vous demande, en fait, si vous voulez participer. Vous pouvez les acheter. C'est au coût de 4 puis on fait des blocs, en fait. C'est comme vous payez pour 5 vendredis pizza. Ça coûte 20 $. Il y a une partie de ce 20 $-là qui revient à l'école, puis l'autre partie sert à payer le restaurant, évidemment. Puis la partie qui revient à l'école, en fait, c'est pour faire différents projets auxquels vos enfants vont pouvoir bénéficier. Comme par exemple, ça fait 3 ans là, qu'on accumule nos vendredis pizza, nos bénéfices, et là, on va être capable de se payer un module de jeu pour justement vos enfants, en fait, là, autant pour les élèves en classe spécialisée TSA qu'en classe spécialisée DIM. Donc, c'est un module de jeu qui va être adapté pour les élèves. On en a déjà un qui est là présentement. On en veut un deuxième étant donné là, nos différentes clientèles puis tous les élèves qui aiment jouer dans le module. Donc, ça peut être une possibilité aussi là, auquel vous pourriez participer là, les vendredis. Puis en même temps, bien, ça vous donne congé d'un lunch le vendredi. Fait que ça peut être agréable pour vous aussi. Au niveau service de garde, service des dîners, là, tantôt, c'est vrai, j'ai oublié de vous mentionner. Donc, le matin, les services de garde ouvrent à partir de 7 heures. Puis, ils ferment en fin de journée à 18 heures. Et ça, c'est peu importe l'école que vous allez choisir là, pour le service de garde. Si jamais vous aviez besoin de rejoindre la technicienne qui s'occupe du service de garde, c'est le même numéro que notre école, mais à la place du 6610, c'est le 6602. Si vous avez besoin vous avez des questionnements, par exemple, par rapport à la facturation du service des dîners, bien à ce moment-là, c'est le 6603. Si vous souhaitez participer, en fait, ou vous impliquer dans la vie scolaire de l'école Saint-Gilles, il y a différentes façons là, de pouvoir le faire. Donc, on va tenir une assemblée générale qui est la même journée que la rencontre de parents, le 9 septembre, en fait, donc qui aura lieu juste avant la rencontre là, avec l'enseignante de votre enfant. Et cette rencontre-là, en fait, c'est vraiment pour aller élire les membres parents du conseil d'établissement, le CE qu'on appelle. Le conseil d'établissement, en fait, c'est des rencontres qu'il y a entre des parents membres, la direction et des enseignants, en fait. Puis c'est ce groupe de personnes, en fait, qui assurent là, la prise de décision, qui sont consultées pour l'organisation de l'école. Et ça peut être, par exemple, pour les services, pour les activités, pour comment on peut faire certaines dépenses, par exemple, au niveau du financement et tout. Donc, ce groupe-là, en fait, là, c'est un peu comme un conseil d'administration, si on veut, qui pourrait avoir lieu là, dans une compagnie privée. Donc, si jamais vous souhaitez y participer comme membre parent, ben, on vous encourage. C'est très enrichissant aussi d'avoir des parents, d'élèves qui ont des besoins particuliers. Des fois, ils amènent une vision différente ou des idées aussi là, qui peuvent être
très intéressantes. Donc, si jamais vous souhaitez y participer, mais je vous invite le 9 septembre là, à vous présenter. Les conseils d'établissement, habituellement, c'est le mardi soir. C'est pas tous les mardis, là, c'est, je vous dirais, 7 ou 8 mardis là, durant l'année scolaire. Donc, je vous invite là, si jamais vous le souhaitez. Ensuite, on a l'OPP, donc l'organisme de participation des parents. Donc, c'est un regroupement de parents, en fait, là, qui sont volontaires pour organiser des activités pour enrichir la vie scolaire. Ils peuvent organiser aussi des campagnes de financement. Comme par exemple, cette année, juste avant le congé de Pâques, ils ont organisé une levée de fonds. C'était une vente de produits d'érables à travers les élèves et les familles de notre école. Et les bénéfices, en fait, là, qui sont revenus, là, les fonds, nous ont permis justement de les combiner avec les vendredis pizza pour se payer le module de jeu là, qu'on devrait avoir là, à l'automne prochain. Il y aura une autre campagne de financement qui va avoir lieu là, dans les prochaines semaines auxquelles vous pourriez participer. C'est les petites étiquettes personnalisées là, pour justement étiqueter tous les effets scolaires. C'est la compagnie Colle à moi. Je vais vous envoyer aussi l'information là, dans les prochaines semaines. Mais si jamais vous voulez les commander, donc vous écrivez votre nom, puis le nom de votre enfant, puis vous allez recevoir là, plusieurs lots d'étiquettes là, pour vous aider à tout identifier. Puis il y aura une partie de ces achats-là qui vont revenir à l'école encore là, pour organiser des activités. Donc, ça peut être une façon aussi là, de faire du bénévolat. Parfois aussi, on peut faire appel à vous là, à titre de bénévole pour des événements ponctuels. Ça peut être, par exemple, on a une bibliothèque au pavillon 1. Si jamais vous souhaitez là, devenir la bibliothécaire de notre école là, pour l'emprunt de livres, ce n'est pas nécessairement un travail à temps plein, étant donné qu'on n'a pas tant d'élèves que ça au pavillon 1. Mais ça peut être, par exemple, une journée, vous venez, puis c'est là que vous allez faire l'emprunt des livres des élèves. Ça peut être, par exemple, à la photo scolaire au mois de septembre, que vous venez nous aider là, justement à aller chercher les groupes, à placer les élèves avec le photographe et tout. Donc, ça peut être des façons de faire. Ça peut être aussi là, des activités spéciales, comme par exemple, aujourd'hui, c'était notre activité de fête de fin d'année. Bon, c'est sûr qu'avec la COVID, cette année, c'était un peu particulier. On ne pouvait pas appeler des parents là, pour qu'ils soient bénévoles, mais on va souhaiter que l'année prochaine, on puisse le faire. Donc, par exemple, là, ça peut être pour des activités comme aujourd'hui, on avait une activité de mousse savonneuse là, qui était dans la cour d'école. Il y avait des activités, des jeux d'eau et tout ça. Donc, habituellement, on sollicite des parents qui veulent venir nous donner un coup de main. Là. Donc, ça peut être ce type d'activité-là que les élèves adorent faire là, durant leur année scolaire. Donc, si jamais vous souhaitez vous impliquer de quelconque façon, là, il y aura, en début d'année, on va vous solliciter si jamais ça vous intéresse. Ensuite, la prochaine diapositive, en fait, c'est par rapport à l'infirmière scolaire qui ne pouvait pas être là ce soir pour vous expliquer, mais qui m'a quand même transmis les informations là, à vous donner. Donc, au niveau de la vaccination, j'en ai parlé tantôt, en fait, c'est d'avoir une photocopie du carnet de vaccination qui, ça va être elle, en fait, qui va l'analyser et vous revenir, là, vous contacter si jamais il manquait des vaccins là, pour votre enfant. Ensuite, en début d'année, vous allez recevoir une fiche santé que vous allez devoir remplir. Si jamais votre enfant a des allergies sévères avec un EpiPen, on vous demande d'en fournir un à l'école. Si jamais on souhaite ne pas l'utiliser, au moins on l'aura là, en prévention là, si jamais ça arrivait. Si jamais votre enfant a une médication qu'il doit prendre sur une base régulière et qu'il doit le faire durant la journée, par exemple, il y a certains enfants qui prennent une médication sur l'heure du dîner. À ce moment-là, on a besoin, là, pour pouvoir lui administrer un médicament, une autorisation de votre part. Fait que si jamais c'est le cas, vous pourrez nous le mentionner, puis on va pouvoir vous la faire remplir là, en début d'année. Ensuite, pour les maladies infectieuses, il y a quelques maladies qui nécessitent en fait là, de devoir le divulguer si jamais votre enfant reçoit un diagnostic d'une de ces maladies-là. Je donne par exemple un streptocoque. Donc, étant donné que c'est très, très contagieux, si votre enfant développe un streptocoque et qu'un médecin pose ce diagnostic-là, on vous demande de le signaler à la secrétaire. Ça se fait de façon confidentielle, mais nous, on envoie une lettre à l'ensemble de la classe pour que les parents, puis on n'écrit pas le nom de l'enfant, on fait simplement dire qu'il y a un cas de streptocoque, par exemple, là, dans la classe, pour que les parents soient plus vigilants là, si jamais les enfants développent, par exemple, un mal de gorge ou étant donné qu'il y a certaines maladies qui peuvent se propager là, un petit peu plus facilement. C'est la même chose aussi avec les poux. Malheureusement, ça peut arriver aussi en milieu scolaire. Donc, si jamais vous remarquez là, que votre enfant là,
développent la pédiculose, donc qu'on appelle des poules au niveau du cuir chevelu. On vous demande aussi là, de le signaler, comme ça on envoie une lettre de façon anonyme aux autres élèves de la classe là, pour que les parents puissent vérifier, là, être sûr que tout se passe bien là, au niveau des cheveux. Ensuite, pour les parents qui ont un premier enfant, en fait, là, qui va entrer à l'école, c'est simplement pour vous faire un petit résumé de comment ça se passe cette année là, avec la COVID-19. En fait, pour le port du masque de procédure, il est obligatoire en ce moment, en fait, de la première à la 6e année. Donc, le préscolaire en est exempté. Là, c'est sûr, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous dire qu'est-ce que ça va être les règles, est-ce qu'ils vont être allégées en septembre prochain, là, mais sachez qu'en ce moment, ce sont les règles. Donc, première à 6e année, l'adaptation scolaire et le préscolaire, en fait, là, c'est facultatif. On a donné le choix aux parents. Il y a certains parents qui étaient plus inquiets là, par rapport à la COVID, donc qui, même si l'enfant était exempté, souhaitaient qu'il porte un masque de procédure. Puis, à ce moment-là, la seule chose qu'on demandait, c'était que l'enfant devait être responsable, devait être autonome pour pouvoir le mettre et l'enlever. Et ne pas jouer avec, parce qu'après ça enlevait tous les avantages, en fait, là, de porter le masque. Mais sinon, là, je vous dirais que la plupart des parents, là, pour le préscolaire, ne souhaitaient pas qu'ils le portent. Comment ça fonctionnait? C'était en fait que chaque groupe de classe était comme une bulle. Donc, il n'y avait pas nécessairement de mélange entre les classes. En temps ordinaire, là, avant la COVID, avant la pandémie, il faut avoir beaucoup d'activités justement là, pour travailler ces différents aspects, comme par exemple, on pouvait décloisonner, donc venir mélanger les groupes pour faire différentes activités, ou si par exemple, on veut aller valider, voir si votre enfant est capable d'intégrer une classe de préscolaire pour une activité, mais c'était possible de le faire avant. Malheureusement, cette année, ce n'était pas une possibilité pour justement éviter là, la propagation de virus ou de contact. Là. Si jamais on avait un cas qui se déclarait, bien, c'était plus facile quand il reste dans sa bulle de pouvoir isoler les élèves là, avec qui il y a eu des contacts. On va souhaiter que l'année prochaine qu'on puisse revenir là, à une situation normale, puis de pouvoir justement là, mélanger les élèves, puis pouvoir vivre différentes activités. Au niveau des symptômes, ce que la santé publique nous exigeait, c'est dès qu'un enfant avait l'un des symptômes là, parmi la liste, et là, la liste, on parle de toux, de fièvre, un nez qui coule, l'enfant devait demeurer à la maison et aller passer un test de la COVID et qu'on reçoive le résultat négatif avant qu'il revienne à l'école. Donc, je vous dirais qu'avec toutes ces mesures-là, ça s'est très bien passé. À notre école, on a eu très, très peu de cas et on n'a eu aucun cas on n'a pas eu d'éclosion, on n'a pas eu de propagation. Il n'y a eu aucun enfant qui a donné la COVID, en fait, là, qui l'a contracté à un autre enfant. Ça s'est toujours fait, là, en fait, que c'était soit les parents, par exemple, qui l'avaient et qui l'ont donné à l'enfant, que là, rapidement, on a mis en isolement, qui restait à la maison là, le 14 jours nécessaire. Donc, on peut voir là, que les mesures qui ont été mises en place là, ont fonctionné. On va souhaiter un retour à la normale pour l'année prochaine. C'est sûr qu'au mois d'août, on pourra vous contacter pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est là, par rapport aux exigences de la santé publique à ce moment-là. Sinon, un petit rappel, en fait, là, par rapport à la sécurité des enfants. Donc, si jamais vous avez à vous présenter à l'école, c'est de toujours passer par le secrétariat. Il n'y a aucun visiteur, en fait, là, qui peut circuler dans l'école. Donc, ils doivent toujours arrêter au secrétariat. Si jamais vous venez chercher votre enfant, bien, c'est l'éducatrice ou l'enseignante qui va venir le reconduire jusqu'à l'entrée. On veut éviter justement là, qu'il y ait des visiteurs là, qui se promènent dans les classes. Il y a aussi sur la cour d'école, on vous demande de ne pas entrer pendant les heures de classe à ce moment-là pour assurer la sécurité de nos élèves. Il y a aussi autour de l'école, en fait, surtout pour le début de la journée, vers 8h50, là, à l'heure que les enfants arrivent, si jamais vous venez reconduire votre enfant ou en fin de journée, il y a énormément d'enfants qui sont marcheurs, qui sont du quartier. On a des pistes cyclables tout autour de l'école, donc c'est vraiment d'être très sécuritaire puis de vous stationner aux bons endroits désignés là, pour si jamais vous avez besoin de débarquer avec votre enfant. C'est vraiment pour la sécurité là, des élèves du quartier à ce moment-là. Donc, pour moi, ça fait le tour des informations. Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce qu'il y a des aspects là, que je n'aurais pas nécessairement traités que... C'était très clair, en tout cas. Oui, merci. J'ai essayé. Il y avait beaucoup d'informations à vous donner, mais vous allez pouvoir le réécouter ou le relire si jamais vous avez manqué certaines informations. J'ai manqué un petit peu le bout du service de garde.
Le soir, c'est jusqu'à 18 heures. Est-ce qu'il doit rester toujours jusqu'à 18 heures? Non. Le service de garde ferme à 18 heures. Si vous finissez plus tôt, vous venez le chercher plus tôt, votre enfant va juste être plus heureux. Puis le transport scolaire, lui, il est moins flexible, sûrement. Il n'est pas flexible. À quelle heure tu pars, le transport scolaire? Le transport, l'autobus part de notre école en fin de journée. Votre enfant a 4 ans ou 5 ans? 5 ans. 5 ans, OK. Donc, il part à 15h30 et là, il y a un trajet. Donc, c'est ça, je ne peux pas vous dire précisément à quelle heure. L'autobus part à 3h30. Il n'y a pas de service de garde et ensuite, il prend l'autobus. Non, exact. Si à 3h30, bon, si jamais votre enfant arrive, disons, à 4h devant la maison puis vous n'êtes pas là, à ce moment-là, il faut aller au service de garde. Ah, mais si je me rappelle bien, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'à 3h30, ils le déposent au service de garde de l'école à côté de la maison. Exactement. Ça peut être une possibilité. C'est ça qu'ils peuvent faire. À ce moment-là, ce qui est important, c'est d'aller inscrire votre enfant à l'école de quartier pour le service de garde uniquement. Et le dîner, ça fonctionne? Le dîner, c'est le dîner, c'est 8 $. Hein? En fait, quand vous utilisez le service de garde, c'est autour de 8 $ pour la journée, que vous l'utilisez soit le matin ou le soir ou les deux. Puis ça inclut la période de dîner à l'école Saint-Gilles. Vous n'avez pas besoin de payer en plus le dîner si vous prenez le service de garde. Fait si on prend le dîner, le service de garde est inclus. Non, c'est ça. Service de garde, ça inclut le dîner, mais si vous prenez juste le dîner, il n'y a pas de service de garde. C'est ça. Oui. Juste une petite question. Il y en a une autre avant le bénévole, c'était, je pense, organisation d'activités. Je ne sais pas ça, je n'ai pas bien compris ce que tu as expliqué. Je m'excuse, je n'ai pas entendu le début, ça a coupé. Il y en a une autre avant le bénévole. Il y en a une autre, je ne sais pas si c'est écrit je pense organisation d'activités. Je n'ai pas bien compris ce que tu as expliqué pour toi. Attendez. Je ne sais pas si je suis la seule, là, mais j'entends pas bien la question. Bon, il y en a une autre que tu as expliqué pour bénévole. Tu dis. Oui. Il y en a ça avant le bénévole. Il y en a une autre, mais je n'ai pas bien compris. Attendez, je vais retourner. Vous allez pouvoir m'indiquer c'est à quel endroit. Ici, j'ai parlé de bénévoles. Oui, avant, c'est ça, organisme de OK. Oui. Bien concentré. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui. L'organisme, dans le fond, l'OPP, Organisme de participation des parents, c'est un regroupement de parents de l'école Saint-Gilles qui se rencontrent, je vous dirais, là, une fois par 2 mois environ pour organiser des activités scolaires. Comme par exemple, en ce moment, ce qu'ils organisent, c'est un concours de dessin pour l'ensemble des élèves. Puis là, ils font tirer des prix. Ça peut être les campagnes de financement aussi. Donc, c'est une façon de s'impliquer pour enrichir la vie scolaire là, des enfants de notre école. Pour nous qu'on vienne participer au sein, c'est ça? Participer avec les intervenants? Vous pouvez en fait vous impliquer. Il y aura en début d'année un message là, de la présidente de l'OPP, qui est un parent bénévole de l'école Saint-Gilles, qui va demander s'il y a des parents qui sont intéressés là, à s'inscrire à ce moment-là. Puis là, vous pourrez donner vos coordonnées si ça vous intéresse. Ah, ok, parfait. Merci beaucoup. Parfait. Donc, je vais arrêter.